Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous vous proposons un tour d'horizon complet de l'actualité en France et à l'international pour bien démarrer la semaine et comprendre les grands enjeux du moment. Nous commencerons par la rencontre entre responsables américains et russes en Floride. Un échange très observé alors que les équilibres diplomatiques restent fragiles. En France, nous reviendrons sur la mobilisation des agriculteurs, globalement en baisse, mais avec des barrages et des actions qui persistent dans le sud-ouest, sur fond de colère liée aux accords commerciaux, à la PAC et aux contraintes sanitaires. PACA à l'international, direction l'Australie, où une minute de silence a été observée, une semaine après l'attaque de Sydney, dans un climat encore marqué par l'émotion. En France, toujours, un suspect a été mis en examen dans une affaire de cyberattaque visant le ministère de l'Intérieur, relançant le débat sur la protection des institutions. Nous évoquerons aussi les réactions de victimes de Jeffrey Epstein et de plusieurs élus qui dénoncent la publication partielle d'un dossier sensible par l'administration Trump. Côté enquête, focus sur un sujet très attendu, les secrets de l'abbé Pierre, une lecture marquante pour comprendre une affaire qui continue de susciter des questions. Enfin, point sur l'Ukraine, qui dément la prise de certaines villes par l'armée russe et retour sur la colère agricole, de la Haute-Garonne jusqu'à Bruxelles. Et, bien sûr, d'autres informations importantes à ne pas manquer. Des discussions diplomatiques visant à explorer une éventuelle issue au conflit en Ukraine. Ces échanges sont menés par Steve Witkoff, envoyé spécial de Donald Trump, ainsi que Jared Kushner. Ils se rencontrent d'un côté les représentants ukrainiens et européens, et de l'autre, l'émissaire russe Kirill Dmitriev. Dans le même temps, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a affirmé que Vladimir Poutine se disait prêt au dialogue avec le président français Emmanuel Macron. Ce dernier avait exprimé cette ouverture vendredi, à l'issue d'un sommet européen à Bruxelles. L'Élysée a salué cette disposition et a indiqué que les modalités d'un éventuel échange seraient précisées dans les prochains jours. Cependant, alors que les discussions diplomatiques se poursuivent, les opérations militaires continuent sur le terrain. Samedi, l'armée russe a frappé l'Ukraine, provoquant un incendie majeur dans le plus grand terminal d'huile végétale du pays, à Odessa, faisant au moins une victime. La mobilisation des agriculteurs marque un ralentissement, mais plusieurs barrages restent en place dans le sud-ouest, en dépit des appels du gouvernement à une trêve de Noël. En ce premier week-end des vacances scolaires, des actions ont continué à perturber la circulation sur plusieurs routes et autoroutes de la région. Le ministère de l'Intérieur a fait état de 50 actions recensées samedi, contre 93 la veille. D'après les forces de l'ordre, 8 axes routiers et autoroutiers demeuraient bloqués dimanche, notamment l'A63 près de Bordeaux, l'A64 entre Toulouse et Bayonne, l'A65 reliant Pau à Bordeaux, ainsi que l'A75 en Lozère. Reçu vendredi à Matignon, la coordination rurale et la Confédération paysanne, qui contestent la gestion gouvernementale de l'épizootie dermatose nodulaire contagieuse, n'ont pas appelé à la levée des blocages. La lettre adressée vendredi soir par le Premier ministre, Sébastien Lecornu, n'a pas convaincu les syndicats agricoles. Ces derniers annoncent une reprise des discussions en janvier et évoquent la possibilité de mobilisation d'ampleur accrue. La participation des agriculteurs diminue progressivement. Toutefois, plusieurs points de perturbation restant en place dans le sud-ouest lors du premier week-end des vacances scolaires. Malgré les demandes officielles en faveur d'un apaisement en cette période de fin d'année, certaines actions ont été maintenues sur des routes et autoroutes de la région. Les services de l'État ont comptabilisé une cinquantaine d'initiatives samedi, un chiffre en baisse par rapport à la veille. Dimanche, plusieurs axes majeurs demeuraient encore affectés, notamment autour de Bordeaux, Toulouse, Bayonne, Pau et en Lozère. Reçus récemment par les autorités, plusieurs organisations professionnelles agricoles qui expriment des préoccupations liées à la gestion d'une situation sanitaire touchant le secteur de l'élevage n'ont pas souhaité mettre fin immédiatement aux actions en cours. Un message transmis par le chef du gouvernement n'a pas permis de répondre à l'ensemble de leurs attentes. Des échanges supplémentaires sont prévus au début de l'année prochaine.
Le hacker présumé du ministère de l'Intérieur, Melvenel, a été présenté samedi à un juge d'instruction qui l'a mis en examen et placé en détention provisoire. Il est notamment poursuivi pour accès frauduleux en bande organisée dans un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l'État. La semaine du 8 au 14 décembre, la place Beauvau avait annoncé avoir découvert l'existence d'activités suspectes visant des serveurs de messagerie, comme le traitement d'antécédents judiciaires et le fichier des personnes recherchées. Le jeune homme, âgé de 22 ans, était déjà connu de la justice pour du SIM swapping, des détournements de lignes téléphoniques. Il encourt dans cette nouvelle affaire une peine de 10 ans de prison. Les autorités ont récemment rendu accessibles plusieurs archives publiques dans le cadre d'une démarche de transparence administrative portant sur des dossiers anciens. La diffusion de ces documents s'est faite de manière progressive, certains éléments ayant été partiellement masqués ou réorganisés conformément aux règles en vigueur. Les responsables ont indiqué que l'examen des archives se poursuit et que d'autres contenus pourraient être mis à disposition ultérieurement dans le respect du cadre légal et des procédures établies. Dans la sélection du week-end, nous vous proposons une enquête en 2 parties intitulée « Les zones d'ombre autour de l'abbé Pierre ». Elle met en lumière le rôle public d'une figure longtemps présentée comme la voix des personnes en grande précarité, tout en révélant le flou entretenu durant des années concernant l'origine et l'usage réel de ses ressources financières. L'enquête montre qu'une partie des fonds collectés par l'organisation Emmaüs aurait servi à exercer une emprise sur des femmes en situation de vulnérabilité, dans un cadre relevant d'abus de pouvoir. Certaines personnes concernées étaient très jeunes au moment des faits. Elle souligne également qu'un climat de silence et de non-dit aurait prévalu pendant longtemps, tant au sein de l'organisation que dans les institutions concernées. Dans la sélection du week-end, nous vous proposons une enquête en 2 parties intitulée « Les zones d'ombre autour de l'abbé Pierre ». Elle met en lumière le rôle public d'une figure longtemps présentée comme la voix des personnes en grande précarité, tout en révélant le flou entretenu durant des années concernant l'origine et l'usage réel de ses ressources financières. L'enquête montre qu'une partie des fonds collectés par l'organisation Emmaüs aurait servi à exercer une emprise sur des femmes en situation de vulnérabilité, dans un cadre relevant d'abus de pouvoir. Certaines personnes concernées étaient très jeunes au moment des faits. Elle souligne également qu'un climat de silence et de non-dit aurait prévalu pendant longtemps, tant au sein de l'organisation que dans les institutions concernées. La mobilisation du secteur agricole s'est intensifiée en France, le jeudi 18 décembre, dans un contexte marqué par des difficultés sanitaires touchant l'élevage bovin. Des convois se sont rendus dans la capitale européenne afin d'exprimer leurs préoccupations concernant plusieurs sujets, notamment les échanges commerciaux entre l'Union européenne et l'Amérique du Sud, certaines évolutions des règles agricoles communes, ainsi qu'un projet de prélèvement sur les engrais. Dans le même temps, un report a été annoncé. En soirée, la présidente de la Commission européenne a informé les dirigeants des 27 États membres réunis à Bruxelles que la finalisation de l'accord commercial avec les pays du Mercosur serait repoussée au mois de janvier. Cette décision fait suite à l'absence d'un soutien suffisant au sein des États membres, plusieurs pays ayant exprimé des réserves. Des échanges diplomatiques avaient eu lieu plus tôt dans la journée afin d'envisager cette option. Toutefois, cette annonce n'aurait probablement pas modifié l'ampleur des rassemblements. Les préoccupations exprimées ne se limitaient pas aux relations commerciales internationales, mais portaient également sur la situation de l'élevage dans plusieurs régions françaises, confrontées à des mesures sanitaires lourdes de conséquences pour les exploitations concernées. Pour à Bruxelles, les autorités avaient anticipé une forte affluence lors du rassemblement organisé par une organisation représentative du monde agricole européen. Des restrictions de circulation avaient été mises en place autour du quartier européen et un dispositif de sécurité renforcé était déployé. L'événement s'est déroulé dans le calme, réunissant plusieurs milliers de participants selon les estimations disponibles, avant une intervention limitée des forces de sécurité en toute fin de journée.
Le Premier ministre a rencontré, vendredi, les représentants des organisations agricoles, sans annoncer de modifications majeures dans la gestion de la situation sanitaire affectant les élevages. Dans un message diffusé en soirée, il a également indiqué que l'accord envisagé avec les pays du Mercosur restait, à ce stade, inadapté. Ces derniers jours, le gouvernement a multiplié les échanges afin d'apaiser les tensions dans le secteur agricole et de parvenir à une période de calme à l'approche des fêtes. Tout au long de la journée du vendredi 19 décembre, le Premier ministre a enchaîné les réunions avec différents acteurs du monde agricole, adoptant un ton conciliant. Il a par ailleurs annoncé que de nouveaux échanges seraient organisés dès la première semaine de janvier. La veille, la France avait obtenu à Bruxelles le report d'une étape importante concernant l'accord commercial entre l'Union européenne et les pays du Mercosur, avec le soutien de l'Italie. Les discussions autour de cet accord, combinées à la gestion d'une problématique sanitaire touchant le secteur bovin, figurent parmi les principales sources d'inquiétude exprimées par les professionnels mobilisés depuis plusieurs jours à travers le pays. Le mouvement a pris naissance dans une exploitation du Sud-Ouest, avant de s'étendre progressivement à d'autres territoires, à l'appel de plusieurs organisations agricoles. Au fil des jours, le nombre d'initiatives locales a augmenté. Face à cette situation, les autorités ont insisté sur la nécessité de préserver la fluidité des déplacements durant la période des fêtes et l'accès aux zones touristiques. Le gouvernement a ainsi rappelé qu'aucune nouvelle perturbation majeure ne serait acceptée pendant cette période. Selon les autorités locales, un événement majeur s'est produit dimanche à Sydney, lors d'un rassemblement public sur la plage de Bondi. Les services compétents sont intervenus rapidement et une enquête est en cours afin de déterminer les circonstances exactes de ce qui s'est déroulé. Les informations concernant les personnes impliquées sont communiquées progressivement par les autorités. Parmi elles figure un ressortissant français âgé de 27 ans, installé en Australie depuis environ un an et exerçant dans le secteur de l'informatique. Après un parcours universitaire en région parisienne, il avait travaillé en France avant de s'installer à l'étranger. Les autorités locales poursuivent leur travail d'information et appellent au respect et à la retenue dans le traitement de cet événement. Plusieurs personnes d'âge et de parcours différents figurent parmi les victimes d'un événement survenu en Australie. Elles comprenaient une enfant, des personnes âgées ainsi que des adultes engagés dans des activités professionnelles, associatives et communautaires. Certaines se trouvaient en compagnie de membres de leur famille ou de proches, tandis que d'autres participaient à un rassemblement local. Plusieurs étaient connus pour leur implication de longue date dans la vie sociale et communautaire, notamment à travers des actions bénévoles, éducatives ou solidaires. Elles vivaient en Australie depuis de nombreuses années et étaient reconnues par leur entourage pour leur engagement, leur sens du partage et leur contribution à la vie locale. Âgé de 22 ans, le jeune homme était déjà connu des autorités pour des faits liés à l'usage frauduleux de lignes téléphoniques. Dans ce nouveau dossier, il s'expose à une peine pouvant aller jusqu'à 10 ans de réclusion. Lors de l'audience du 30 avril devant la 13e chambre correctionnelle de Paris, la représentante du ministère public a mis en avant un risque élevé de répétition des faits. Elle a décrit un groupe de 7 jeunes individus disposant d'une réelle maîtrise technique dans leur domaine d'activité et convaincus d'agir avec une certaine supériorité. Ces derniers sont soupçonnés d'avoir mené de nombreuses opérations illicites reposant sur le détournement de lignes mobiles. 8 mois plus tard, cette affaire trouve un écho particulier dans l'actualité judiciaire. L'un des acteurs centraux du dossier, Melvin L., a été mis en examen et placé en détention provisoire le samedi 20 décembre, dans le cadre d'une enquête distincte impliquant une institution publique. Elle est poursuivi notamment pour des faits liés à l'accès et au maintien non autorisé dans un système informatique officiel, ainsi que pour sa participation à un groupe structuré. Selon des sources judiciaires, il encourt là encore une peine maximale de 10 ans d'emprisonnement. Figure emblématique de la défense des personnes en grande précarité, l'abbé Pierre a longtemps cultivé une image de simplicité, notamment à travers son apparence modeste. Pourtant, de nombreuses zones d'ombre subsistent concernant la réalité de ses ressources financières.
Comme pour d'autres faits longtemps passés sous silence, une forme d'omerta a prévalu durant des années au sein des structures qui l'entouraient, notamment Emmaüs et l'institution religieuse. La question peut surprendre, mais elle mérite d'être posée. C'est Blandine qu'il évoque lors d'un échange approfondi à Paris, à l'automne. Derrière cette image de dénuement, je me demande s'il ne disposait pas en réalité de moyens importants. Une interrogation légitime, selon elle, au regard de ce qui a été révélé par la suite. Dawejé de 31 ans, Blandine a choisi de préserver son anonymat. Elle est la fille d'une femme qui aurait été placée dans une situation de dépendance matérielle vis-à-vis du religieux. À la fin des années 1980, sa mère traverse une période extrêmement difficile. Isolée, sans emploi et confrontée à une rupture conjugale, elle se retrouve sans solution de logement avec un enfant. Sur les conseils d'un prêtre, elle se tourne alors vers l'abbé Pierre, présenté comme un soutien possible. Des années plus tard, en mars 2019, cette femme adresse un courrier détaillé à la commission indépendante chargée d'examiner les comportements problématiques au sein de l'Église. Ce témoignage, rédigé peu avant son décès, décrit une relation marquée par une emprise et des exigences inacceptables en échange d'une aide matérielle. Le récit évoque également des gestes humiliants et des situations imposées, incompatibles avec toute relation d'aide. Figure emblématique de la défense des personnes en grande précarité, Abbé Pierre a longtemps cultivé une image de sobriété et de dévouement. Pourtant, de nombreuses zones d'ombre subsistent quant à la réalité de ses ressources financières. Sur ce sujet, comme sur d'autres aspects de son parcours, une culture du silence s'est installée durablement, tant au sein d'Emmaüs que de l'Église catholique. La question peut surprendre, mais elle s'impose aujourd'hui avec force. C'est lors d'un échange prolongé, à Paris, au début de l'automne, qu'une jeune femme prénommée Blandine nous confie ses doutes. Contrairement à l'image publique, je me demande s'il ne disposait pas de moyens financiers importants, explique-t-elle. Une interrogation légitime, nourrie par des éléments concrets et des témoignages tardifs. Dawejé de 31 ans, Blandine a choisi de préserver son anonymat. Elle est la fille d'une femme qui, à la fin des années 1980, s'est retrouvée dans une situation de grande vulnérabilité après une séparation difficile, sans soutien familial ni ressources stables. Conseillée par un prêtre, elle avait alors sollicité l'aide de l'abbé Pierre, présenté comme un soutien bienveillant. Des décennies plus tard, en mars 2019, cette femme adressera un courrier détaillé à une instance indépendante chargée de recueillir des témoignages sur des comportements inappropriés au sein de l'institution religieuse. Ce document décrit une relation marquée par une dépendance financière et un abus de position dominante. Le texte évoque également des formes de contrôle et de pression exercées dans un cadre privé que la victime n'avait pu dénoncer à l'époque. Un passage précis de cette lettre a particulièrement interpellé Blandine, notamment la mention de séjours répétés dans un appartement parisien auquel le religieux avait accès. Cela soulève forcément des questions, souligne-t-elle.